Les 2 dernières années étaient très difficiles pour les économies de la région MENA. Le taux de croissance était moins de 3%. Et c'est une région qui a connu des taux de croissance à peu près 5 à 6% avant, disons, avant les années de 2010. Maintenant, il y a deux facteurs qui pèsent sur la croissance économique dans ces pays. Tout d'abord, il y avait les rigidités, les problèmes structurels qui ont franchement créé le printemps arabe. Il y avait beaucoup de chômage, il y avait une faillite des qualités des services publics comme l'éducation et la santé, et il y avait une manque de dynamisme des petites et moyennes entreprises, le moteur de l'exportation. Mais en plus, après le printemps arabe, nous avons connu une diminution des exportations, de l'investissement et la croissance grâce à des problèmes, l'instabilité politique qui a suivi le printemps arabe. Donc, nous avons des problèmes structurels. En plus, on a des problèmes macroéconomiques. Maintenant, nous avons des déficits budgétaires qui sont très élevés. Par exemple, en Égypte, le déficit budgétaire est 14% du PIB et la dette est presque 95% du PIB. Quand vous avez ces deux crises, si vous voulez, une crise structurelle et la crise macroéconomique ou conjoncturelle, c'est très difficile à avoir la croissance économique. Et en plus, je n'ai pas parlé des conflits violents en Syrie, en Libye et les autres, et les impacts sur les pays voisins. Je crois que les années suivantes seront difficiles. Nous avons prévu, par exemple, pour 2015, d'un taux de croissance à peu près 3%, le taux de croissance moyen pour la région. Mais il y a beaucoup d'incertitudes. Ça c'est si la situation politique reste plus ou moins stable dans les pays où il est stable et ne devient plus pire dans les autres pays. Mais il y a des risques que la situation devienne plus pire. Aujourd'hui, nous avons eu des bombes au Caire et des choses comme ça. Et si l'instabilité politique continue, l'investissement ne viendra pas. Et ça sera un grand problème. À l'autre côté, il y a un autre risque que nous pouvons résoudre quelques des problèmes conjoncturels, les déficits budgétaires et les choses comme ça. Mais on n'a pas on n'a pas adressé les problèmes structurels qui a créé les révolutions de 2010-2011. Et je crois que maintenant, nous devons commencer et continuer à travailler, à adresser ces problèmes structurels parce que ce sont les problèmes fondamentaux pour la réussite de ces économies. Il semble que la Tunisie est en train de sortir dans une façon, parce qu'il y a plus ou moins un consensus politique dans quelques domaines. Et je pense que l'Égypte va stabiliser, mais je n'ai pas sûr qu'ils vont adresser ces problèmes structurels dans une année. C'est un projet à long terme, mais ils vont le faire. Mais j'ai peur que l'impact de la guerre civile en Syrie va avoir des implications pour les pays voisins qui va peser sur la croissance de ces pays. Non, mais parce que, oui, il y a un relancement de la relance de la croissance en Europe, mais c'est très faible. Et par rapport des autres pays développés, par exemple, par rapport des États-Unis, soit par rapport de la Chine, du Japon,
l'Europe est encore très faible. Donc, il y a de croissance, mais je ne vois pas l'Europe est vraiment le moteur de la croissance globale. En plus, nous avons un problème parce qu'il y a quelques-uns des autres pays émergents, comme le Brésil, comme l'Inde, qui ont des problèmes, leurs propres problèmes. Donc, le marché mondial, c'est mieux que les 2 années précédentes, mais ce n'est pas vraiment, ça ne donne pas beaucoup de confiance pour la croissance. Oui, donc pour les pays de MENA, je crois que leurs problèmes domestiques sont beaucoup plus importants que les problèmes du marché mondial. Donc, tous les pays du MENA peuvent profiter de cette relance de l'économie globale. S'ils peuvent prendre les décisions domestiques pour mieux capturer cette possibilité. Le problème, c'est que quand vous avez beaucoup d'instabilité politique domestique, c'est très difficile à profiter, très difficile à saisir cette opportunité de la croissance globale. Le Maroc, heureusement, n'a pas de l'instabilité politique et il y a de croissance, mais il y a 2 ou 3 choses que je crois que le Maroc peut faire pour mieux exploiter ou mieux saisir cette opportunité. Tout d'abord, l'économie est toujours dépendante sur l'agriculture, et dans l'agriculture, c'est très dépendant sur la pluie. Donc, la résilience de l'économie est très faible. Donc, il faut faire de diversification. Mais deuxièmement, et peut-être plus important, c'est le secteur manufacturier est encore très faible. Oui, je sais qu'il y a l'usine de Renault et les choses comme ça, mais ce n'est pas vraiment un secteur manufacturier diversifié. Donc je crois que, et ça c'est très important pour l'emploi, je crois que la stratégie pour le Maroc, étant donné la proximité de l'Europe et les autres partenaires, et d'exploiter cette possibilité d'un accroissement de manufacturière, soit dans le domaine agricole pour les produits qui sont basés sur l'irrigation, parce que l'agriculture basée sur l'irrigation n'est pas dépendante sur la pluie, comme les céréales et les céréales et les autres produits qui sont basés sur la pluie. Il y a plusieurs rigidités, plusieurs distorsions dans les économies de MENA, comme les autres économies, j'ose dire. Mais dans les pays de l'Afrique du Nord, plutôt, et de Moyen-Orient, il y a une politique économique que, à mon avis, pèse sur tous les autres, sur les subventions sur les carburants. Ces subventions coûtent à peu près 6 ou 7% du PIB. Et ce ne sont pas les subventions qui vont aux pauvres, ce sont les subventions qui vont aux riches. Et troisièmement, ces subventions sur les carburants donnent une incitation aux secteurs intensifs dans l'énergie, qui sont les secteurs qui sont aussi intensifs dans le capital, qui empêchent l'emploi. Parce que les secteurs ne sont pas intensifs dans l'emploi. Donc, le problème de chômage, le problème de la pauvreté et le problème d'instabilité macroéconomique sont liés à une seule politique qui est les subventions des carburants. Si nous pouvons remplacer les subventions des carburants avec les transferts directs, on peut réaliser beaucoup de bénéfices. Je suis sûr que c'est très sensible politiquement et les choses comme ça, mais si nous voulons vraiment focaliser sur un tel
politique économique, mon choix sera les politiques des subventions des carburants.